Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous voir dans cet espace, nouvel espace dans lequel nous organisons cette manifestation. Je voudrais vous présenter, pour les personnes qui ne le connaissent pas, Nicolas Dernet, qui s'occupe de cet espace absolument magnifique et à qui je passe le micro pour qu'il vous dise quelques mots de bienvenue. Bienvenue. Non. Bonjour, merci d'être là pour eux, surtout. Donc, cet espace s'appelle le Studio Lumina. C'est un espace, on va dire un gros mot, on va dire c'est un tiers-lieu artistique. On accueille des expositions, des résidences, des tables rondes comme celle-là. Il y a un atelier partagé au fond qui est ouvert et on a vocation à aussi avoir une sorte de petit hub artistico-culturel pour avoir des gens qui peuvent aider des projets artistiques, graphistes, juristes, etc. Donc voilà, après c'est ouvert un peu de tout, on est beaucoup dans l'expérimentation et voilà, on est des projets. Voilà, merci Nicolas, donc, qui nous accueille ce soir. C'est une première. J'espère que d'autres occasions se présenteront. J'ai proposé à Nicolas donc cette table ronde avec 3 invités autour d'une thématique qui est la thématique art et écologie. Alors, je vais présenter rapidement dans un premier temps chacun d'entre eux. Je vais dire quelques mots sur la thématique avant véritablement d'engager la discussion. L'idée de fonctionnement de cette soirée, c'est exactement la même chose que ce que j'organise habituellement à l'INSPE ou ailleurs, à savoir un temps de parole pour chaque invité et à l'issue, une discussion avec le public de 20 à 30 minutes, de sorte à ce que la soirée se termine autour de 20 heures. Donc voilà l'idée. Ce soir, 3 invités, Annabelle Guéredra, Henri Tolio qui est plasticien, tous les deux d'ailleurs sont performeurs, et puis Jean-Marc Bullet qui est designer. Donc je présenterai plus précisément tout à l'heure chacun. Quelques mots sur la thématique. Thématique art et écologie. Alors c'est une thématique que depuis le temps que j'organise des conférences, ça fait probablement plus de 25 ans, je n'avais pas encore eu l'occasion de faire cette proposition-là, sachant que il me semble qu'aujourd'hui, cette thématique se caractérise par une sorte d'urgence, urgence de prise de conscience, urgence d'action, urgence de présentation des artistes qui s'intéressent à cette question et qui réalisent des œuvres. Et il se trouve que précisément, il y a une actualité en ce moment, puisque Jean-Marc Bullet va nous présenter tout à l'heure un travail qu'il a entrepris en Martinique. Donc l'actualité de Jean-Marc va vous être exposée ce soir. Et puis pour ce qui est d'Annabelle Guéredra et Henri Tolio, dans leur parcours et dans leur pratique, il y a un certain nombre de choses qui, je pense, concernent ou au moins s'approchent ou s'apparentent à cette question de l'écologie. Cette question de l'écologie, en fait, loin d'être une thématique que l'on pourrait considérer être une thématique à la mode, c'est plus qu'une problématique, c'est un problème. C'est un problème environnemental, c'est un problème de vie, c'est un problème d'existence, c'est un problème de survie. On sait à quel point l'impact du réchauffement climatique agit sur notre quotidien, le nôtre, tout autant que le quotidien d'autres personnes sur la planète. Nous qui sommes dans un contexte d'insularité, nous savons à quel point la hausse du niveau de l'eau joue sur l'habitat et sur la capacité à
continuer à vivre, sur la possibilité de continuer à vivre dans des espaces qui sont progressivement des espaces envahis par l'eau. Cette élévation de l'eau amène certaines populations à migrer, à changer de lieu. On a des conséquences d'impact qui sont liées aussi à tous ces phénomènes de tempêtes qui se développent à des endroits tout à fait inattendus. Bref, la question de l'écologie, c'est véritablement une question qui nous concerne, même si nous n'en avons pas conscience. Il s'avère qu'un certain nombre d'artistes développent une pratique qui précisément tend à aider cette prise de conscience pour faire évoluer, les choses. Alors, en Martinique, j'ai cherché pour essayer effectivement de voir quels étaient les artistes qui étaient visiblement concernés par cette thématique et qui avaient un travail qui véritablement s'inscrivait là-dedans. J'ai eu cette idée donc d'inviter Annabelle et Henri, et puis j'avais pensé à Bruno Creuset, qui fait un travail que je trouve très 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 intéressant. In situ, c'est un travail in situ qu'il développe depuis des années. Il a fait de très belles œuvres au Prêcheur, par exemple, et je lui ai proposé. Et donc il se sentait pas véritablement en fait en adéquation avec cette thématique-là. Et il m'a rappelé que Jean-Marc Bullet, lui, actuellement, précisément, était en train de développer un travail allant dans ce sens. Et j'ai dit oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Et Jean-Marc a accepté de nous parler de son travail. Et donc, c'est lui qui va commencer cette discussion. Donc maintenant, je vais vous le présenter de manière un petit peu plus précise. Donc Jean-Marc Bullet est diplômé de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg dans la discipline paysage, et il est également diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est une école qui se trouve à Paris. Il a d'abord fait ses études à l'IRAV, donc l'Institut régional d'art visuel de la Martinique. Et donc il est parti ensuite à Strasbourg et il est revenu en Martinique donc, avec son diplôme en 2012. Et là, il fonde une agence qui s'appelle Bullet et Associés. Et il enseigne donc à l'école, donc au campus caribéen des arts, depuis son retour, et son projet de diplôme portait sur, je lis, parce que comme vous avez pu le comprendre, ma mémoire est un peu défaillante. Donc son projet de diplôme, c'était Design en territoire rhizomique, qui a été présenté à la Biennale de Design, et à Saint-Étienne en 2013, un travail qui s'intitulait « L'empathie ou l'expérience de l'autre ». Alors, en Martinique, il réalise des scénographies d'exposition pour des institutions publiques, comme par exemple la Chambre de commerce et de l'industrie. Et puis il collabore également avec la ville de Fort-de-France à des programmes de rénovation urbaine. Fin 2016, il part en Chine comme directeur artistique pour une agence de design. Et de retour en France, il présente en 2017 le projet qui s'appelle Composteur urbain. Il présente ça au Parc des Tuileries lors d'une exposition qui était l'exposition Jardin.
Et il obtient pour cela un label qui s'appelle le label Observer du Design. Il obtient ce label en 2018. Et puis, il obtient également le German Design Award en 2019. Alors, l'un de ses projets récents, c'était un œil perméable présenté à Tropicatrium, avec comme objectif mettre en place un dispositif numérique dans l'espace public. Et puis donc, le travail qu'il présente actuellement, qu'il va maintenant peut-être nous détailler avec images, parce qu'en fait ce que j'ai demandé, c'est que chaque artiste vienne avec un PowerPoint ou un dossier dans lequel nous allons pouvoir découvrir, pour certains, découvrir le travail. Donc, première question, Jean-Marc. Cette question de l'écologie, est-ce que c'est une question qui traverse ton travail déjà depuis plusieurs années? Si oui, au travers de quelle production? Et puis ensuite, tu pourras peut-être nous présenter le travail que tu présentes, enfin le travail présenté donc en ce moment même en Martinique. Je te passe ce micro qui fonctionne mieux. Oui, merci Dominique. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que la question de l'écologie traverse mon travail en tout cas depuis combien de temps? Je pense que c'est depuis, on va dire, une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'avant, et c'est pour ça que j'ai mis cette image, peut-être que, donc là, cette image date de 2004, 2005, je ne crois pas que, pourtant c'est un jardin, je ne crois pas que j'étais encore dans cette conscience écologique. Peut-être que je l'étais, mais en tout cas, j'avais pas pris de recul par rapport à ça. Et je pense que c'est justement ce projet-là qui a créé un déclic. Et juste pour expliquer, pour vous allez mieux comprendre, en fait, ce projet, c'est un jardin éphémère que j'ai fait. C'est un appel à projet. J'étais étudiant à l'époque. Et puis, donc, en fait, donc, j'ai été lauréat du projet. Donc, c'était un projet de 6 mois. Et en fait, ce qui m'avait un peu choqué, je vous montre une autre image, m'a choqué. Donc en fait, les choses avaient déjà bien poussé. Et en fait, au bout de 6 mois, il fallait tout détruire en fait. Et c'était pas du tout dans la logique des jardins comme moi je les ai connus. Parce que en fait, bien sûr, pour moi, un jardin, c'est sur plusieurs années. Et en fait, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai pas forcément continué dans dans la conception de jardin éphémère, parce que j'avais cette problématique-là, c'est-à-dire en fait, je n'arrivais pas à accepter le fait que on produise quelque chose avec du vivant et on fasse comme si c'était une scénographie d'un espace qu'on faisait avec des matériaux inertes en fait. Donc voilà, pour répondre à ta question. D'accord. Donc ça datait de 2005-2004 où j'ai vraiment commencé à me poser des questions à ce sujet. Donc 2004-2005, tu as une sorte de préoccupation écologique, en fait, peut-être prise de conscience. Ouais, prise de conscience, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, même si j'en ai pas peut-être fait grand-chose tout de suite après, mais en tout cas, j'ai pas forcément continué à faire des jardins éphémères. Non, j'en ai fait un après. Mais j'ai pas continué en fait dans cette logique-là parce que j'avais pas encore trouvé, je me sentais pas vraiment bien dans ce domaine en fait. D'accord. Alors, de manière internationale, ce n'est pas rare que des artistes s'intéressent à la question de l'écologie. Ta pratique, elle est artistique naturellement, mais elle est aussi très orientée design. Qu'est-ce qui caractérise peut-être cette relation entre le design et une préoccupation écologique? Je crois que c'est, à mon avis, la nature profondément systémique du design qu'on retrouve dans l'écologie en fait. Parce que dans l'écologie, il y a cette notion de relation
Et c'est cette relation entre ce qu'on appelle en design les parties prenantes qui fait écologie en fait. Et dans le design, je crois que en fait, pour moi, c'est ma matière en fait, de base, c'est comment faire avec les acteurs du contexte, quel qu'il soit. Donc ça peut être un contexte social, ça peut être écologique, économique, mais il y a forcément un contexte et il y a des relations entre les acteurs de ce contexte. C'est ça, donc en fait c'est la question de la relation. Tout à fait, ouais, profondément. La question de la relation entre les individus entre eux, mais évidemment l'individu et son environnement. C'est ça. C'est ça. Et donc si on s'interroge maintenant sur ta pratique récente, alors qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'a amené progressivement à la pratique que tu as aujourd'hui? Ben en fait, je pense que c'était peut-être essayer de comprendre. En fait, il y a un moment où je suis arrivé, en fait, j'essayais de comprendre, en fait, la manière de, parce que souvent, comme j'ai eu l'occasion d'être enseignant en design, c'était, il y a un moment où je voulais comprendre comment je fonctionnais, c'est-à-dire, c'était quoi le protocole en fait, et comment ce protocole, comment le répéter sur d'autres projets avec des contextes différents. Et en fait, c'est ça qui m'a amené à... Je ne me rappelle plus la question. La question, c'est comment tu arrives progressivement à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, voilà. Et en fait, du coup, j'avais envie de m'attaquer à des problèmes complexes et avec cette idée de quel protocole mettre en place à chaque contexte différent. Et c'est vrai que quand on regarde les premiers projets où j'étais peut-être plus dans la forme, en fait, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plus la relation, en fait. Et ça me fait rebondir sur j'ai un ami artiste qui me disait, mais oui, mais la relation avec, pour le dernier projet que j'ai fait, avec la mairie, est-ce que c'était pas trop difficile, parce qu'effectivement, il y a des règles à respecter, des normes, etc. Je lui ai dit, ben, non, au contraire, c'est cette contrainte-là qui m'a aidé à améliorer mes projets, en fait. Et j'étais friand de ça. Et donc peut-être maintenant on peut arriver à ce qui est encore visible, peut-être, aujourd'hui. Oui, je vais vous montrer. Donc pour resituer un peu le contexte du projet que je vais vous présenter, c'est donc en fait c'est le programme Monde Nouveau auquel j'ai participé. Annabelle et Henri ont eu la chance de faire le projet, de répondre à cet appel à projet. Et donc en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, pourquoi tu t'es trompé en disant Tartane, c'est qu'effectivement, le projet devait être à Tartane à la base. Et il n'a pas été à Tartane parce que, comme c'est un projet, Tartane c'est un lieu très protégé, et donc pour faire des projets artistiques là-bas, ça demandait beaucoup trop d'autorisation et de temps pour pouvoir faire ce projet-là. Et en fait, du coup, j'ai cherché un autre lieu, et en l'occurrence, ça a été le Mont Cabri. Alors pourquoi le Mont Cabri et pas d'autres mangroves, parce qu'il y en a plein? C'est que finalement, j'ai trouvé que le Mont Cabri, c'était un lieu idéal pour deux raisons. La première, c'est que c'est un lieu où tout de suite, on comprend les enjeux écologiques qu'il y a, à mon avis, dans toutes les mangroves du monde, en fait. Parce que c'est un lieu qui est limitrophe d'une zone industrielle, c'est un lieu qui est en plein milieu urbain, et donc en fait c'est un lieu qui subit une forte entropie. Et donc pour moi ça me paraissait un lieu très pertinent. La deuxième raison, c'est que, et là je vais vous parler du projet en soi, c'est que en fait le projet que j'ai proposé, c'est de permettre au public en fait sensibiliser le public aux enjeux de la mangrove en faisant appel à leurs 5 sens. Et en fait, il y a l'un des sens auquel je faisais appel, donc le toucher. Le principe, c'était ce sera, puisque le dernier, ce sera le 3 juin, donc j'invite tous ceux qui sont là à venir, si vous pouvez. C'est dit comme ça, organiser un lassoté dans la mangrove, en fait.
L'idée, c'est de mettre la solidarité de la Sautet au service de la replantation de la mangrove. Et quand je suis arrivé sur ce site du Mont Cabri, j'ai rencontré en fait le service environnement de la ville du Lamentin qui aujourd'hui replante la mangrove. Ils ont déjà des opérations de replantation de la mangrove depuis 1 ou 2 ans. Ils collaborent aussi avec la ville de Santiago à Cuba sur ce projet-là. Et en fait, c'est ce qui me manquait parce que il me manquait un partenaire, quelqu'un qui pouvait replanter la mangrove. Parce que pour moi, l'idée, c'était pas de... Et ça, c'est important pour moi, c'est de ne pas faire des projets. Par exemple, on vient, on replante la mangrove une journée et puis c'est fini, en fait. Je voulais un partenaire qui puisse prendre le relais et même qui déjà fait les choses, mais peut-être apporter en tant que designer un petit plus ou une autre manière de faire. Et c'est comme ça que je vois mon métier. C'est pas quelque chose qu'on va totalement inventer, mais c'est apporter peut-être une autre perspective. Donc dans ce projet du La Sautet, l'idée c'était que le designer arrive à permettre à l'association La Sautet, donc c'est pas l'association La Sautet, c'est l'association L'Esprit La Sautet qui se trouve au Morne Rouge et qu'elle rencontre en fait le service environnement de la ville du Lamentin et qu'ils viennent et qu'ils travaillent ensemble. Donc ça c'était pour moi le grand défi. Donc là on passera aux autres projets, mais ce qui est important pour moi c'est pas seulement ce qui va se passer le 3 juin, où le service environnement du Lamentin, le public et l'Esprit La Sautet vont se rencontrer, mais c'est toutes les rencontres que nous avons fait avant sur le lieu. Donc nous avons fait des meetings, on a discuté de qu'est-ce qu'on va faire, les enjeux de la mangrove, le personnel du service environnement de la ville de Lamentin sont montés au Morne Rouge et donc ils ont fait un La Sautet, et moi j'y suis allé plusieurs fois et c'est le parcours en fait qui m'intéresse et c'est ça que je trouve génial dans cette approche là. Donc voilà, je vous montre les autres projets. Ouais. Donc là le lieu d'implantation en fait vous avez comme je disais tout à l'heure, vous avez ici en fait bon, vous avez reconnu hein, le Mont Cabri, là, ici, là. Et là, c'est le pont pour aller à Mao. Et là, c'est la Lézarde, la zone industrielle de la Lézarde. Et le projet du La Sautet va se faire ici. Donc, ce sera le 3 juin à 7 h. Et là, c'est les autres projets. Lorsque vous prenez tout le chemin ici, vous avez la zone nautique. Et là, vous avez les autres projets qui sont déjà installés. Le dernier projet à venir sera là. Donc là, il sera du coup éphémère, ce sera une seule journée. Et on espère que la mairie prendra le relais après. Donc, et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je faisais appel aux 5 sens. Et donc l'autre sens sur lequel j'ai travaillé, ici, c'est la vue. Alors, vous avez bien compris, hein, des fois, c'était aussi des prétextes à faire des projets aussi. Parce que bon, on pourrait dire, ouais, mais pourquoi c'est la vue et pas un autre sens? Mais en tout cas, là, de quoi je parle, ce qui m'intéressait, ce que j'avais observé, et ça rappelle aussi l'importance pour moi dans mon travail du contexte et comment on prend en compte le contexte, c'est que j'avais remarqué que la mangrove, il y a des zones où il y a plus de palétuviers en fait, qui poussent. Et comme j'avais appris que les palétuviers, c'était aussi des lieux refuges pour des petits animaux, des micro-organismes, je voulais voir comment, par le design, on pouvait créer on pouvait faire des micro-habitats pour ces organismes-là. Donc là, vous avez un projet, alors ça aussi c'est important, l'idée de la collaboration, mais je ne suis pas l'inventeur de ça, hein. Plein d'artistes font pareil, mais dans ce projet, voilà, j'ai fait appel à une céramiste et un sculpteur métal, designer. Et pourquoi je les cite? Parce que les contraintes qu'on rencontre dans les matériaux font aussi évoluer le projet. Donc voilà, il n'aurait pas été la même chose d'ailleurs ils n'auraient pas été réalisés si je les avais pas rencontrés. Voilà, là c'est une image donc là en photo vous avez Racha Nanosin, c'est un nez, donc en fait son métier c'est nez en fait. Elle crée des parfums, elle crée des odeurs et ça aborde la thématique, du moins le sens l'odorat. Et l'idée c'était de
de créer, en fait, ah oui, ça part toujours des questionnements, en fait, tous les projets que j'ai faits, c'est à quoi ressemble l'odeur de la mangrove? Et s'il fallait créer un parfum, qu'est-ce que ça serait? Et donc, à partir de ce questionnement-là, viennent les acteurs, en fait. Voilà. Donc là, par exemple, à partir de ce questionnement, j'ai fait appel à Rachel Anoussin. Nous avons déambulé dans la mangrove, nous avons fait des marches. Bon, elle est plus experte, donc c'est elle qui a ressenti les odeurs et on a échangé ensemble. Et à partir de ça, elle a créé un parfum. Et ensuite, nous avons, à partir de ce questionnement, nous avons aussi créé des dispositifs. Là, en l'occurrence, c'est avec Madame Martine Baker. En fait, l'idée de ce projet, c'était que, en fait, là, lorsque le vent passe à travers donc, en prenant en compte la porosité du matériau, on prenne l'odeur, en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est là où on fait appel le métier du designer ressurgit, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une connaissance, mais je pense que des artistes le font aussi, hein, une connaissance des matériaux, une connaissance de l'environnement pour pouvoir concevoir ce genre de projet. Alors, sachant que ce projet, alors je vous montre cette image-là et vous allez voir l'image d'après, regardez bien, là vous avez vu, il y a des bouchons là en fait. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'en ayant rencontré le service environnement, ils m'ont dit, mais attends, il y a des animaux là qui utilisent l'odeur pour se reproduire, pour chasser, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc du coup, j'ai pas totalement changé le projet, mais j'ai amélioré en fait la forme pour que, alors, là maintenant les formes, elles sont plus les quilles là, elles sont plus poreuses, elles sont émaillées à l'intérieur et en fait le parfum se trouve à l'intérieur et on vient ouvrir le bouchon, prendre l'odeur et reboucher. Donc ce qui permet aussi un autre rapport à l'objet du coup. Voilà. Pareil, donc là on a les œuvres que j'ai fait avec Monsieur Victor Anissé. Alors tous les artistes, ça aussi dans ce projet-là, ce qui m'intéressait par rapport à ce que je faisais avant, et quand on parle d'écologie, c'est pas seulement l'écologie avec le vivant, la nature, c'est avec tous les vivants en fait. Et là, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était l'écologie de notre territoire, la richesse de notre territoire, la richesse artistique, moins des savoir-faire en tout cas. Et j'avais envie vraiment de travailler avec des artistes et de partager un moment avec eux et de partager leur savoir-faire et de voir comment... et ça, c'était une problématique que j'avais depuis mon retour à la Martinique, c'est comment le design peut collaborer, peut travailler avec d'autres acteurs du territoire. Il reste combien de temps? Je ne veux pas être trop long. Ok, 2 minutes? 2 minutes, j'ai 2 minutes? D'accord. Voilà, donc pareil, donc là c'est un travail avec Michel Colibaud. Ici, c'était aussi pour le... Donc on est dans l'odorat, mais c'était pour faire je voulais faire aussi un clin d'œil là pour le coup à la faune, puisque j'avais appris qu'on avait en Martinique le plus petit serpent, l'un des plus petits serpents au monde. Je ne pourrais pas citer son nom parce que c'est un peu compliqué. Leptosplops, bon, pas grave. Et voilà, donc du coup, alors comme vous avez pu voir, mis à part la forme du serpent, vous avez à chaque fois 3 céramistes et 3 terres différentes. Là, Martine Baker, là, Victor Anissé, et là, Madame Michel Colibaud. Dernier dispositif, bon, avant-dernier, c'est le dispositif sonore. Donc là, on a la question, c'est lorsqu'on est... on entend en fait la mangrove le jour, la plupart d'entre nous, puisqu'on va y faire du sport, on va se promener. Mais la nuit, qu'est-ce qu'on entend en fait? Et là, du coup, j'ai travaillé avec un designer sonore. Et l'idée, c'était de faire aussi, pareil, des marches nocturnes et d'enregistrer ce qui se passe. Et à notre grand étonnement, on a vu qu'on n'entendait pas seulement la nature, mais le bruit de l'autoroute qui passe, le bruit des ambulances, etc. Donc, encore une fois, certains projets reflétaient l'entropie qu'on a de ce lieu-là. Dernier projet, et ça c'est l'un de... Ouais, un projet qui me tient beaucoup à cœur. En fait, là, vous avez vu, c'est des ruches flottantes. Alors, toujours, c'est parti d'un questionnement, et après je m'arrête là. Le questionnement, c'est, voilà, le réchauffement climatique, il y a la montée des eaux,
est-ce que le métier de l'apiculteur qui aujourd'hui se rend dans les mangroves en voiture, est-ce que ce sera le même demain en fait? Et est-ce qu'il ne va pas devoir en fait utiliser une sorte de barge et se déplacer à l'intérieur de la mangrove? Et donc là, j'ai proposé simplement une barge sur laquelle il y a 3 ruches. Alors, il y en a une qui est connectée. L'idée, c'est que l'apiculteur puisse à distance contrôler le poids de sa ruche, l'humidité de la ruche, où se trouve le radeau s'il y a une dérive, etc. Voilà, donc aujourd'hui, pour l'instant, les ruches, elles sont vides. J'ai rencontré un apiculteur la semaine dernière pour qu'il puisse, pour lui refiler le bébé, là, pour qu'il puisse, parce que l'idée, c'est bien sûr de produire du miel, hein, et de voir comment l'objet a évolué. Et voilà, je vais finir sur ça, c'est-à-dire que par rapport, et pour faire un contraste par rapport à mon premier projet que j'ai fait il y a plus de 10 ans à Strasbourg, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que deviennent les projets après, en fait. Que ce ne soit pas juste des projets éphémères, mais comment ils catalysent, voilà, comment ils catalysent le territoire. C'est ça. Merci Jean-Marc. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, maintenant, c'est au tour d'Annabelle Guéredra. Je présente Annabelle rapidement parce que je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Donc, Annabelle est danseuse de formation et elle s'est lancée depuis un certain nombre d'années sur la pratique de la performance. Une performance qu'elle développe en Martinique, mais pas seulement, qu'elle développe également dans un certain nombre de pays. Je pense par exemple au Chili, où tu es allé il y a quelque temps, la Chine, si mes souvenirs sont bons, etc. Enfin, on a la chance d'avoir en Martinique une performeuse que je qualifierais d'international, et qui co-organise avec Henri Tolliot un festival de la performance qui s'appelle le FIAP, Festival international d'art performance, qui a déjà eu 2 éditions et 4 éditions. Mon Dieu, magnifique, bravo, quelle énergie. 4 éditions avec des invités également du monde entier. Et Annabelle, avec toute son énergie, agrège un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre d'artistes qui viennent de plein de domaines différents et qu'elle entraîne dans sa pratique de la performance. Donc on a là quelqu'un qui a cette faculté d'entreprendre des choses et d'amener plein de personnes avec elle dans son aventure. Et il m'a semblé que certains aspects de son aventure, précisément, de son aventure artistique, pouvait concerner cette question de l'écologie, et c'est la raison pour laquelle je l'ai sollicité ce soir. Alors Annabelle, première question, est-ce que je me trompe? Est-ce que je fabule ou pas? Merci Dominique, bonsoir tout le monde. Voilà. Est-ce que tu affabules ou pas? C'est une bonne question. À un moment donné, je me définissais comme une écoféministe. Alors du coup, je vous ai ramené plein de bouquins, plein de bouquins, non, 2 livres. Un livre auquel j'ai contribué qui s'appelle Feu, abécédaire des féminismes présents d'Elsa Dorlin, qu'on avait invité d'ailleurs durant le FIAP 2022. Et un autre ouvrage qui est récemment paru de Myriam Baafou qui s'appelle Des paillettes sur le compost, écoféminisme au pluriel au quotidien. Et ça, ce titre-là, je l'aime bien, d'abord parce qu'il y a le mot paillette et aussi le mot évidemment compost. Alors je voulais d'abord vous faire une lecture d'un extrait du texte que j'ai envoyé à Elsa au moment où elle m'a demandé une contribution pour son ouvrage Abécédaire des féminismes présents. Sorcière, Annabelle Guéredra à Keo Tolliot Guéredra.
Je suis écoféministe caribéenne parce que je veux sortir d'une culture prédatrice, misogyne, transcendante, dominatrice et coloniale. Je suis écoféministe caribéenne parce que je combats, de par mon corps, en action performative et ritualiste, tic. Je suis écoféministe caribéenne parce que je communie et je baise avec la nature. Je refuse le romantisme quand je sais que ma terre est colonisée, que ma terre est polluée, que ma terre est chlordéconée, ensargassée depuis longtemps, des décennies, saccagée depuis des siècles par l'Europe, l'État, le capital, avec un grand C. Lorsque je m'ensevelis dans l'une des algues les plus toxiques qui envahit le littoral de l'arc antillais, la sargasse, je m'intoxifie de métaux lourds, d'arsenic inorganique. Je me contamine et en même temps, je prends à bras le corps cette algue pour la faire mienne, pour l'invaginer, la baiser et la coloniser à mon tour. J'ai dû cheminer, me réapproprier mes pouvoirs de bruja, de femme sorcière de la Caraïbe, en m'immergeant dans cet espace, dans cette histoire spoliée, en participant à des tentes rouges, à des huttes de sudation, munies de mon tambour de chaman en peau de cabri. Le faire résonner pour appeler mes ancêtres, mes entités, mes loas, mes protectrices, Oshun et Yemaya, aussi les orishas, Eshu et Ogun, ces rituels qui ont été détruits, dévalorisés par les colonisateurs du temps de l'esclavage et de l'évangélisation de la Martinique. Je me les réapproprie, je les réhabilite pour me réparer, pour me soigner, pour une régénération, une réincarnation de moi-même. Ce sont des soins que je m'octroie à la rivière comme à la mer, etc., etc., etc. Donc c'était une petite introduction pour dire que cette question écologique, moi, elle me touche, elle me concerne. D'abord parce que je fais le choix de revenir vivre ici, c'est-à-dire sur ce territoire, sur cette île, en Martinique. Ça me touche parce que, évidemment, je travaille avec mon corps, ça va être mon premier médium. Et effectivement, je te rejoins, Dominique, quand tu dis que la lyonnaise que je suis a ce désir très profond de mettre en relation, et c'est ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, pour moi l'écologie elle passe par la relation. Et mettre en relation d'autres personnes avec moi et aussi avec Henri, et qu'on puisse ensemble, d'abord être ensemble, c'est-à-dire passer d'un rapport à une relation. Et pour moi, relationner, être en relation avec l'autre, ça veut dire aussi rentrer en relation avec un petit bout de son intime, c'est-à-dire passer de l'extime à l'intime et de pouvoir voyager comme ça. Et pour moi, ça passe éminemment par le corps. Alors j'ai une pratique depuis plus de 10 ans qui s'appelle la pratique somatique Body Mind Centering, qui est une pratique release, une pratique de lâcher prise, une pratique américaine qui a été créée par Bonnie Bainbridge Cohen aux États-Unis dans les années 70. Et je sais que quand j'avais rencontré Henri pour la première fois, je m'étais dit: comment va-t-on faire pour justement relationner et du coup collaborer et travailler ensemble? Henri est plasticien, moi je suis danseuse, donc qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné on va pouvoir partager le même territoire? J'ai dit, c'est nos corps en fait, mais pas des corps quotidiens, de la quotidienneté urbaine, c'est-à-dire des corps qui fonctionnent, des corps qui verbalisent, qui parlent, des corps qui travaillent, des corps qui produisent, mais ce serait l'inverse, ce serait à un moment donné ralentir le rythme et pouvoir se connecter à un corps organique, à un corps non productiviste, à un corps qui va ralentir, mais surtout qui va pouvoir se mettre en connexion avec l'environnement de manière proprioceptive, de manière intime. Un corps qui va peut-être à un moment donné fusionner avec cette nature, c'est-à-dire un corps qui va faire un. Et là, je pense énormément au rituel de Anna Mendieta, qui pour moi une figure très importante et qui m'a beaucoup inspirée aussi dans mon travail, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que pour pouvoir me soigner, c'était important de retourner à la terre et de pouvoir pratiquer
à partir d'un terreau, à partir d'une terre. Alors, avec Henri, on a choisi aussi la savane des pétrifications parce que on s'est rendu compte plus tard, c'était de manière intellectuelle, mais peut-être qu'on a été attiré par ce lieu de manière beaucoup plus intuitive, que c'était un des lieux, une des premières strates géologiques de la Martinique, et qui avait de manière vibratoire quelque chose de très spécial, qui est très différent par exemple du nord Caraïbe volcanique de la Martinique, qui pour moi est peut-être beaucoup plus, j'allais dire avec des guillemets, violent. Là, cet espace de la savane des pétrifications, pour moi c'est un espèce d'espace refuge, mais pas l'espace refuge de la mangrove, où récemment j'y ai aussi pu créer des rituels et rentrer à l'intérieur. Moi, je ne sépare pas la notion de rituel de celle de la performance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me rends compte que finalement, performer pour moi, c'est avant tout communier avec la nature, remercier, faire des offrandes. Dans la mangrove, ça va être à Oshun-Yemaya, parce qu'on a la confluence entre les eaux douces et les eaux marines. À la savane des pétrifications, ça va être aussi une partie mangrove, mais surtout une grande savane de pétrification, et puis aussi la mer. Et je me suis dit, mais ces espaces-là sont extraordinaires, ils nous ont fait énormément de bien. Nous avons pu réunir un certain nombre d'artistes, donc on a créé des espèces de rituels, c'est-à-dire qu'un dimanche tous les 2 mois, depuis 2016, il me semble début 2016, on a créé ces fameux laboratoires d'art-performance. Et on s'est dit, ce serait vraiment chouette qu'on puisse se réunir, se regrouper pour expérimenter, pour être vraiment dans un laboratoire qui ne soit pas justement un lieu de production, c'est-à-dire qu'on sort de l'atelier de l'artiste ou de la scène, du spectacle vivant, où là on est vraiment dans un rapport de production, mais au contraire on va être dans un rapport d'abord de relation et d'expérimentation entre nous. Alors ce qui demande un très grand moment aussi de confiance, de se faire confiance entre soi. Alors je vois par exemple Luigi Savion qui est présent et qui a fait partie aussi des laboratoires d'art performance, ou même Bruno Creuset qui est venu, ou même Martine Baker qui est venue, Mère Martine, enfin voilà, c'est-à-dire c'est de voir comment à un moment donné, que ce soit des chercheurs, que ce soit des commissaires d'exposition, que ce soit des artistes, que ce soit des étudiants de l'école d'art ou des artistes plus confirmés, on va se faire confiance et on va rentrer dans un rapport horizontal. Et ça, pour moi, ça participe aussi d'une écologie des corps, de la relation et du vivant et de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans un axe vertical relationnel de moi je sais, toi tu ne sais pas, mais au contraire, on va voir comment c'est possible de relationner et de se donner des coups de main, de se faire confiance, de partir à 2, à 3 dans la savane, et il y en a un qui va expérimenter une œuvre, un extrait, un fantasme, quelque chose dont il a rêvé la veille, qui va venir avec 2, 3 petits accessoires, qui va prendre ce qu'il y a en pleine nature, et puis qui va réaliser un land art, un body art, voilà. Et les autres, il y en aura une autre personne qui va le soutenir, soit par sa présence pour lui faire du feedback, et puis une troisième personne qui va peut-être le filmer parce qu'il aura besoin de documentation, etc. Et pour moi, ça participe vraiment d'un tissu, d'un réseau, de quelque chose de rhizomatique, voilà, qu'on peut mettre en place ensemble. Donc là, Jean-Marc va faire défiler un certain nombre d'images de performances, de bouts de performances, d'essais, de ratés, d'expérimentations qui se sont passées à la savane des pétrifications. Donc soit pendant, ou même de marche, là je vois Olivier Marbeuf qui marche avec Arlette Louise Ndakosé, et en fait ils sont juste en train de parler, ils sont ensemble, ils se parlent comme une espèce de marche méditative, ils se disent des choses, ils se racontent. Là on est tous ensemble, c'était un des premiers jours du Labo Perf du FIAP 2022, créer ces cercles et laisser circuler la parole et se présenter les uns les autres, et après dire ben, moi je voudrais faire ça, qui veut m'accompagner, moi je voudrais expérimenter ça, etc. Et là ce sont les étudiants de l'école d'art qui étaient en 2e année, qui faisaient leur stage, et ce qui était intéressant dans le cadre de ces labos perf, c'est cette possibilité aussi que les générations se mélangent. Moi je ne conçois plus un art contemporain martinique si la jeunesse, à un moment donné, n'est pas impliquée d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi c'est important. Là c'est des moments de body mind dans la mer, où je proposais un moment de relaxation en étoile de mer, où on essaie de se connecter à nos 3 feuillets embryonnaires, endoderme, octoderme, mésoderme. Bon, c'est des termes un peu techniques, mais en gros, c'est comment on essaye en tant qu'adulte de refusionner et de revenir à comme nous étions embryons dans le ventre de notre propre mère. Bon.
Voilà, il faut pouvoir le vivre, parce que là, comme ça, avec des mots, ça paraît un peu étrange. Voilà, là, c'était voilà, des essais qui se font à partir de matériaux aussi recyclés, qui sont là, sur la plage, et où les artistes s'en saisissent, et puis ils essayent de créer quelque chose. Et moi, ça me touche énormément, parce que dans le spectacle vivant, qui est quand même là d'où je viens, on utilise des gros moyens, on est avec les projos, la lumière, la scénographie, le décor, la musique, la danse, etc. Donc on utilise énormément de moyens, et comme disait Jean-Marc, 2 ans après, on nous demande de créer une nouvelle pièce. Et c'est anti-écologique au possible, c'est-à-dire c'est vraiment créer, diffuser, créer, diffuser, créer, et on rentre dans une espèce de machine productiviste hyper capitalistique, et qui pour moi n'est pas du tout écologique. Là, c'était Fabiana Exouza et Chris Cyril qui étaient en train de tisser ensemble des feuilles de cocotier. Voilà, on les voit tous les deux. Donc il y a vraiment un moment donné où les corps se déposent, où les corps relationnent, où on prend le temps, en fait, le goût des autres, et le temps de sortir aussi de son masque social, de son masque de représentation. Là, c'est Jean-Hugues Miredin qui est en train de prendre des notes, parce qu'à un moment donné, il y a une urgence de devoir prendre des notes à propos de quelque chose. Je sais qu'il venait de se faire interviewer, je crois, par Olivier Marbeuf. Enfin voilà, c'est vraiment ce lionnage qui se fait, et puis voilà, après Jean-Hugues qui part avec son bol tibétain, et qui, paf, tout d'un coup crée une performance. Du coup, Gaspard qui filme la performance, et ça crée une vidéo d'art. Enfin, il y a eu vraiment des choses très magiques. Pour moi, ça participe du lionnage aussi, de l'acte magique. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a de vraies productions qui se font, mais sans la pression de l'exposition ou du rendu ou du spectacle. Et ça, je pense que ces temps-là, c'est des temps qui malheureusement sont de plus en plus courts dans notre vie actuelle, c'est des temps de plus en plus ramassés, parce que c'est des temps gratuits. C'est des temps où il n'y a pas de public. C'est des temps où finalement on est d'abord là pour être avec l'autre, et surtout expérimenter. Et là, c'était Nadia Amir, qui est une performeuse autochtone, chercheuse aussi à l'Université de Montréal, qui était justement en interrelation avec Jean-Hugues Miredin. La photo juste avant, c'était Anne-Catherine Berry, où on se faisait des soins et des rituels bain des marais avec moi, et je lui passais du miel sur le visage. Enfin, voilà, ça peut être vraiment des temps aussi de parler des 5 sens, Jean-Marc, où on fait appel à tous nos sens. Et je pense que ce qu'il y a de très beau et qui me touche dans ces temps poétiques, c'est vraiment la confiance qu'on se donne, au point de s'autoriser à se toucher et à être en relation, pas seulement par l'intellect, mais vraiment par les corps. Et il y a d'autres... Voilà, alors là, c'est un très beau moment de Ludgy Savon, ici présent, qui a ce besoin, à un moment donné, Ludgy, je ne me trompe pas, de relationner aussi et de faire corps avec... voilà, il y avait Olivier Marbeuf, il y avait plein d'autres artistes et curateurs. Et ce qui est très beau dans ces laboratoires d'art performance, c'est que là, c'est Alicia Correc qui, à un moment donné, a besoin de prendre un temps seul pour elle. C'est qu'on est très respectueux les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas empiéter sur le temps méditatif de l'autre, hein. C'est chacun vraiment qui prend le temps aussi, prendre son temps. Et aussi, ce qui me touche, c'est le fait, voilà, que les commissaires d'exposition deviennent des artistes, les artistes deviennent des commissaires, les performeurs deviennent des curateurs, les curateurs deviennent des critiques d'art, les critiques d'art deviennent des artistes. Enfin voilà, il n'y a plus de catégorisation. Et ça, pour moi, ça participe aussi d'une écologie décoloniale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette mise en relation horizontale, on sort aussi des catégorisations et des étiquettes et des formes de représentation sociale. On rentre vraiment dans un espace-temps qui est très dilué, qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus long, et surtout le fait d'être en pleine nature. On peut relationner avec la séance de body mind que je propose au début, c'est vraiment pour rendre les corps aussi disponibles, donc fermer les yeux, relationner avec le vent, avec l'air qui circule sur la peau, les rayons du soleil, les odeurs, si on marche très très lentement, le bruit de nos pieds nus sur le sable ou sur les craquements des feuilles tombées. Enfin, donc il y a
y a toute une mise en conditionnement, j'allais dire, ou déconditionnement de ce corps quotidien productiviste dont je parlais tout à l'heure, pour entrer dans un corps extra-quotidien. Un corps qui est là pour expérimenter, un corps aussi qui rêve, un corps qui prie. Là, je sais que j'étais dans une profonde prière parce que j'étais dans un profond désir d'être maman et cette maternité n'arrivait pas. Et donc, je me dis, je vais créer mon rituel pour pouvoir demander à l'univers d'être maman. Donc, ça peut être des moments, là, je vous partage un bout d'intime de moi-même, ça peut être des moments extrêmement puissants et intimes. C'est voilà, des moments très très fort, et je pense que la capacité aussi qu'a ce lieu, ce in situ qu'est la savane des pétrifications, c'est que c'est un lieu immense. C'est un lieu immense où on passe du désert mexicain à un énorme parterre de sargasses que j'ai pu expérimenter maintes et maintes fois. On revient sur une côte bretonne, à une falaise abrupte, puis on peut partir dans la mangrove, puis on peut redévier dans la mer face à la table du diable. Donc c'est vraiment oui, c'est ça, des espaces-temps qui nous mettent hors de nous-mêmes et qui font du bien, en fait. Voilà, donc voilà, donc c'est toutes ces expériences qu'on a pu, c'est Paola Lavra qui est en expérimentation. Et ce qui est très chouette dans ces moments-là, c'est que tout est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur, ah ouais, mais ce que tu es en train de faire, ou soi-même d'auto-jugement, d'auto-sabotage, ah non, mais ce que je fais, c'est vraiment naze. Non, au contraire, c'est moment avec maman bébé, des rituels avec Anne-Catherine Berry, son fils, le mien, Keoto Yogeridra et moi-même. Voilà, c'est des moments de non-jugement et de communication verbale et non verbale, et aussi de ressenti, Jérémy Priam. Et ces moments-là, pour moi, ils sont sacrés, et beaucoup d'artistes sont venus et nous ont fait confiance. Et le prochain Labo Perf, ce sera le dimanche 25 juin, à la savane des pétrifications. Voilà. À partir de Jean-Marc, tu es venu aussi du temps de la. On profite aussi quand on propose des résidences d'artistes, internationales d'artistes pendant le FIAP, d'emmener nos artistes à la savane des pétrifications parce qu'ils hallucinent complètement sur ce lieu. Le premier qui a halluciné et qui m'a fait prendre conscience de la beauté, mais aussi de l'importance de maintenir le rituel, même si on n'est que deux, Henri et moi, c'est Raphaël Cuir. Comme j'en parle parce que tu le connais très bien, et je me rappelle Raphaël, qui était à l'époque président de l'AICA France et qui travaillait pour Art Press, et on l'avait invité au premier FIAP, et il avait dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on avait intégré du coup dans le FIAP le moment de laboratoire, et il avait dit mais c'est la première fois que je vis ça, moi en tant que Parisien, urbain, ultra-urbain, occidental, etc. Il m'a dit mais là il faut que vous preniez conscience de l'importance de cet espace-temps, et du coup ça nous a encouragés, parce que des fois c'est vrai quand on se retrouve tous les deux on est un peu découragés, mais voilà, c'est pas grave, on poursuit, et puis il y a toujours des gens après qui viennent se greffer, et c'est vraiment un moment immense, et je pense que Partine t'en a parlé aussi dans ton ouvrage. Enfin voilà, il y a déjà plusieurs personnes qui ont écrit dessus, et le prochain catalogue donc que je suis en train de relire avec Alicia Korek, qui est en train de se faire, du FIAP 22, va sortir à la rentrée littéraire en octobre 2023, et beaucoup de commissaires et critiques d'art, Olivier Marbeuf, Fabienne Harvers, Arlette Louise Dacosé, etc., ont parlé de ces moments de Labo Perf qui pour eux sont, même Chris Cyril, qui sont très importants durant ce festival. Donc vous aurez la joie du coup en vous procurant l'ouvrage de pouvoir continuer à lire des témoignages sur ça. Mais je vous invite d'abord à venir les expérimenter physiquement, parce que c'est ça en fait, pour moi le plus important, c'est comment le corps à un moment donné il est intégré, il participe pleinement à l'expérience. C'est une expérience vivante, humaine. Voilà, c'était la dernière photo, c'est ça? Ouais. Voilà, merci. Merci beaucoup Annabelle. Donc la transition est assez facile par rapport à Henri, puisque vous l'avez compris, Annabelle et Henri travaillent depuis un certain nombre d'années, travaillent ensemble. Ils ont chacun leur pratique séparée, mais également une pratique en duo. Et ce que je retiens de ce que Annabelle a dit à l'instant, c'est qu'elle envisage l'art comme soin,
l'art comme communion avec la nature et la performance comme rituel. Je retiens ces trois éléments-là qui me semblent absolument essentiels et qui probablement on va retrouver dans le travail de Henri. Alors, quelques mots pour présenter Henri Tolliot. Alors moi j'ai un souvenir d'Henri Tolliot qui est très ancien, puisqu'il date de l'année 1993. Donc vous voyez, ça fait 30 ans, si je ne m'abuse. Henri Tolliot était un jeune étudiant de l'école d'art, et je me rappelle avoir eu le plaisir de rédiger un texte pour son premier catalogue d'exposition, donc cette année-là. Et depuis, eh bien, j'ai continué à suivre le travail d'Henri Tolliot avec beaucoup d'attention, au point d'ailleurs que l'image que Jean-Marc vous montre, c'est une image que l'on retrouve dans cette revue que vous connaissez pour la plupart, qui s'appelle Recherche en esthétique, et dont le numéro 21, donc de 2016, reprend en couverture une œuvre que Henri avait réalisée pour la Biennale de Cuba de cette année-là, avec une performance d'Annabelle, si je ne me trompe. Et donc j'en viens à cette première question. En fait, Henri, depuis très longtemps, travaille sur la question de la relation entre l'art et le vivant. Il y a eu des articles publiés dans Recherche en esthétique il y a très longtemps, je me souviens à ce sujet, et j'étais assez fasciné par ces réalisations et par ce questionnement, l'art et le vivant. Et voilà, je pense que ça pourrait être une première question pour Henri. Pourquoi ce travail déjà très ancien sur la relation entre l'art et le vivant? Bonne question. Ça fait, oui, ça fait. Ça... En fait, moi, je suis passionné par toute forme de vie et surtout par la fragilité la complexité du vivant, mais aussi sa fragilité. Donc, ce qui me semblait intéressant, pertinent, c'était de montrer ça, hein, et donc de mettre en place un dispositif, tout un système avec différents niveaux, hein, où il y aurait tout ce qu'il faut pour le vivant. Hein. Moi, j'imagine assez aisément qu'on parte dans l'espace ou au fond de la mer, et qu'est-ce qu'on fait, quoi, comment on se débrouille pour que le vivant perdure. Et donc les astronautes, il faut tout, il faut de l'air, il faut de l'eau, il faut du soleil, etc. Et donc ce que vous voyez là, c'est un dispositif qui s'appelle Jungle Sphere 3.0, où finalement il n'y a rien à voir en fait. Hein, vous allez peut-être voir 2-3 fleurs ou 2-3 plantes, mais c'est un corps finalement, c'est un corps qui... C'est un dispositif, c'est un corps où il y a de l'eau, il y a de la lumière, il y a un réglage aussi, comment on va dire ça, temporel, un cycle, de l'engrais liquide. Enfin, vraiment, tout un dispositif. Ça pourrait partir, sans trop exagérer, ça pourrait partir sous l'eau, ça pourrait... C'est ça un peu l'idée. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer cette banalité du vivant, mais en même temps, sa complexité, son importance, sa magnificence. Enfin bon, voilà, c'est un peu ce que moi je peux te dire. Mais pour aussi revenir à d'autres questionnements, donc moi je m'intéresse vraiment aux questions autour de l'art, des relations entre l'art et la science. Mais ce que toi tu avais signé comme pour le catalogue, c'était aussi une interrogation sur le magico-religieux, puisque l'expo s'appelait Apprenti sorcier. Et donc très tôt, durant mes études et mes recherches, je me suis aussi intéressé à ces questions-là. Vraiment... Comment ça fonctionne, la magie, pourquoi nos sociétés, pourquoi la Caraïbe, hein, puisque la Caraïbe, on va dire ça, la Martinique, la Guadeloupe, sont traversées par tout ça, par ces cultures. Voilà, et donc je faisais
cette navigation entre ces interrogations, on va dire, spirituelles et une interrogation plus scientifique. Mais tout ça dans le même but, c'est de comprendre ce qui m'entoure, enfin, parce que un peu largué par tout ça, quoi. Alors effectivement, la question du magico-religieux, c'est quelque chose qui te travaille depuis, comme tu le disais, depuis très 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 longtemps. Hein. Je me souviens de cette exposition, ça devait être 93 ou 94, quelque chose comme ça. Je me souviens également que tu as collaboré à un coffret à l'occasion des 25 ans de la revue Recherche en esthétique. Et, bon, il fallait que les artistes produisent un certain nombre de réalisations qui étaient intégrées dans le coffret. Et tu as eu toute une série avec des représentations comme ça de personnages un peu énigmatiques liés, je pense, au magico-religieux. C'est ça, c'est-à-dire que dans la série pour laquelle j'ai produit, c'était un travail autour du chamanisme, avec des rencontres aussi sur les pratiques, enfin, en tout cas les religions afrodescendantes comme le vaudou ou la santeria. Et ces éléments-là, je les ai représentés, je les ai mis en avant, car ce sont des préoccupations qui me traversent depuis très longtemps et je conçois difficilement maintenant une pratique artistique ou en tout cas nos pays, nos territoires sans cette interrogation sur le spirituel. Alors comment faire la rencontre entre nos interrogations, on va dire triviales, profanes, mais en même temps ce qui nous élève. Et donc voilà. Donc vraiment, je me suis rapproché de toutes ces questions. Ça fait longtemps. Avec Annabelle, nous sommes allés dans différents endroits, par exemple au Chili, où nous avons rencontré des chamans, différents périples. Nous faisons souvent le voyage d'agrément, le voyage artistique, mais en même temps ce voyage de rencontre avec des praticiens, des tradipraticiens en Guyane, avec des chamans ou ailleurs avec des Ougans, etc. Et plutôt récemment, j'ai franchi une étape où je vais maintenant plus dans des traditions afrodescendantes, ce qui m'intéresse énormément et qui permet de répondre à d'autres questions, car comme vous disiez Annabelle, nous faisons des performances, je fais des performances où je suis chaman, ou en tout cas j'essaie d'apporter du soin. La notion de soin, la notion de relation, elle est importante. Et la question c'est, qu'est-ce que nous faisons? Alors on peut simuler, être dans un faux rituel ou dans une performance, vraiment, mais aussi on peut être à la limite. Et la question qui est, alors qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Est-ce que quand on fait ce genre de choses, est-ce qu'on ne met pas les gens en danger, etc. Donc la nécessité de maîtriser en fait ce qu'on fait, ce qu'on propose est advenue, et donc il a fallu passer une autre étape, qui est celle de découvrir, d'enseigner, enfin d'être enseigné, de comprendre réellement les tenants et aboutissants de nos actes, même s'ils sont performatifs. Alors je vais rebondir sur un terme que tu viens d'utiliser, être enseigné. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, nous avons l'habitude, on va dire, aux Antilles, d'être perméables à un grand nombre de pratiques. Beaucoup d'entre nous, jeunes, pas jeunes, avons fait du yoga, de la méditation transcendantale, ceci et cela. Et ça, c'est commun. Voir des gens, des cérémonies hindoues, c'est commun. Aller voir le quimboiseur, c'est moins commun, etc. Et en fait, ce que je constate, c'est que nos pratiques, les pratiques afrodescendantes, elles sont moins pratiquées. J'ai aucune hésitation à aller dans un cours de yoga ou de méditation transcendantale. J'avais même pas 15 ans, enfin j'en faisais déjà, quoi. Et tout le monde, on n'a pas... Mais par contre, la dimension spirituelle, vaudou, la santeria, etc., font tout de suite peur. Et c'est diabolisé, etc. Et pour moi, il est
important, il est très très important que ces questions-là soient au moins posées, qu'on n'ait pas de tabou, qu'on n'ait pas peur, qu'on fasse, etc. Et pour ceux qui le veulent, aller plus loin dans cette démarche et donc découvrir ce que c'est que le vaudou, ce que c'est que la santeria, être initié, savoir qui est son loa, savoir qui te protège, savoir qui va te défendre. Être initié, hein, pour répondre à ta question, c'est vraiment s'initier et aller petit à petit dans d'autres chemins. Oui, voilà pour ça. Dans un grand nombre de tes récentes performances, il y a de manière absolument manifeste cette dimension de rituel. Et donc cette dimension de rituel, donc, avec certains objets, avec de la farine, etc., qui renvoie évidemment à des choses très précises pour toi, mais qui probablement échappent au public. Comment la relation se fait-elle entre la performance, le contenu que tu mets dans la performance, et puis la réception de la performance? Alors, je vais repartir sur l'œuvre que la Jungle Sphere. La Jungle Sphere, en fait, elle est inspirée d'un tableau de Wilfrid Wellham, La Jungle. Et dans ce tableau connu, je pense que beaucoup connaissez quasiment tous ce tableau. Ce qu'il y avait de passionnant dans ce tableau, c'est que lui, il met en place la modernité. Alors, attendez, mettez plutôt la vidéo. Il y a une vidéo qui est dans... Non. Il y a une vidéo qui s'appelle chapitre 3. On peut enlever le son. Ouais, donc oui, cette œuvre est importante, car pour moi, elle fonde la modernité caribéenne. Car d'un côté, elle est moderne pour un occidental, etc., mais qui n'a pas les codes de la santeria. Mais en même temps, pour le cubain, elle existe dans sa dimension moderne, mais en même temps dans sa dimension sacrée, spirituelle. Et voilà. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on n'est pas obligé d'être explicite, de tout dire. Et de toute façon, je pense que c'est même pas que dans ces choses. Quelqu'un qui est initié, il va lire certaines choses et puis d'autres non. Donc l'art pour moi, il a ces différentes strates qui font que il y a des différents niveaux de lecture. Et donc chacun va prendre dans ça. Donc c'est un peu ce que je suis en train de dire. C'est en fonction de ton enseignement, en fonction de ce que tu connais, en fonction de ton histoire, que tu vas pouvoir décrypter un tel travail. Alors, ce qui est là, c'est un des chapitres d'un projet vidéo qui s'appelle le conte afrofuturiste. Un autre nom aussi, c'est Sargos. C'est le chapitre 3. Et dans ce conte afrofuturiste, un couple de chamans, de Ougans, va sur une autre planète pour justement essayer de quitter... car évidemment, Gaïa, notre planète est mourante, et nous essayons, grâce à notre planète, au conseil de Gaïa, de rencontrer et d'aller sur une autre planète pour y habiter et être en relation avec... voilà, et ce que vous voyez, donc c'est un des éléments, un des chapitres de ce film qui comporte 4 chapitres. Et c'était une des expos, peut-être que vous avez vu cette expo, ce travail, j'ai présenté ça au François, dans la résidence d'art avec Nicolas d'ailleurs. C'était Homo Sargassum, voilà, au François. Voilà. Alors, tu viens de parler tu viens d'utiliser la formule « notre planète est mourante ». Et
je mets ça en relation avec une période qui est la nôtre, une sorte d'ère contemporaine qui est l'Anthropocène. J'ai découvert ce terme il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai vraiment pris conscience à quel point ce terme correspondait à notre réalité. Et à l'occasion d'un texte que j'ai rédigé pour une amie commune, une artiste qui s'appelle Florence Poirier-Nkapa, qui travaille sur des appropriations, entre autres des appropriations de photographies, etc., et qui a fait donc un certain nombre de réalisations, et j'en ai choisi une pour écrire un petit texte. Et il s'avère que cette œuvre, c'est la photographie de l'une de tes performances, dans laquelle on te voit avec un très grand masque à gaz, avec un gigantesque tuyau comme ça, et puis en train d'accomplir un rituel avec un tambour, et on te voit en train de frapper sur ce tambour. C'est une gravure enfin c'est une linogravure, c'est une gravure sur lino. Ce qui donne toujours des effets de très très fort contraste noir et blanc, comme des sortes de gravures sur bois, mais avec une délicatesse supplémentaire. Et donc cette œuvre produit une atmosphère très particulière, et j'ai appelé Henri pendant que j'écrivais ce texte, parce que j'avais le sentiment que c'était un travail autour des sargasses. Et Henri me dit oui et non. Oui, effectivement, il y a un travail sur les sargasses, mais non en ce sens que ça ne concerne pas que ce problème de sargasses et ce problème de pollution, etc., mais que ça renvoie à quelque chose de plus global, qui est précisément la question de l'Anthropocène. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Enfin, même cette façon de rendre compte de cette réalité m'a paru extrêmement troublante. Cette façon-là m'a paru troublante. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur cette performance, peut-être, et puis sur cette question de l'Anthropocène? Pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, donc ça fait, cette œuvre et cette photo, elle fait partie de travaux qu'on a fait aussi à la Savane, en labo. Donc l'idée, c'est un masque à gaz, tout noir, on voit à peine, quand vous portez ça, vous transpirez, et puis votre visage gonfle. Vous êtes imaginez, mettez-vous dans cette sensation, enfin dans cette position. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est demain, franchement, si on s'y attend pas, enfin si on prend pas garde, on sera dans ces états-là, cet état-là d'être transformé finalement comme en guerrier ou en soldat qui était dans les tranchées en 14-18, et voilà. Donc, en même temps, dans une nature magnifique comme la savane, comme nos territoires ne peuvent nous les donner, ça peut que fonctionner. Donc, cette image-là, je cherchais à justement choquer et parler de nous. Hein, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui nous prend en est si nous n'agissons pas, réagissons pas rapidement. Donc c'est ce que je peux dire. Maintenant, en termes de performance, est-ce qu'il y avait... qu'est-ce que j'ai fait? En général, quand c'est comme ça, je fais quelque chose au sol. Je fais un VV ou plutôt un signe graphique au sol, et je fais une sorte de rituel. Mais c'est pas forcément très construit. C'est souvent un acte... voilà, c'est souvent un acte, on va dire, performatif dans l'esthétique, plus dans l'esthétique que vraiment un discours construit, etc. Souvent j'ai où on a des images qu'on a envie des visions, et qu'on a envie de mettre en scène avant de mettre ensuite un discours sur ce qu'on a fait ou pas, etc. Et on va construire un discours, on va construire la performance, elle ira plus loin.
petit à petit, puisque ce que disait par Annabelle, c'est que des fois on va, une première fois, et 15 jours après on y retourne, et entre-temps, évidemment, les interrogations se précisent, et nos actions, donc, elles se précisent également. Et on va plus loin, et on aboutit à des choses donc plus fines. L'Anthropocène, ben, en fait, moi je pense que ça traverse ces questions-là autour de la science, c'est-à-dire comment maintenant on est passé d'une ère géologique, Holocène je crois, à quelque chose qu'on appelle Anthropocène. C'est la preuve que notre action, à nous êtres humains, sur la planète en 200 ans, la révolution industrielle, et c'est pas si loin que ça, et dans quel état on est, ben, c'est la vitesse et la puissance de notre dimension de parasite. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour ça, hein. On peut être soit parasite ou soit on peut être en symbiose, mais là pour l'instant on n'est pas trop dans la dimension symbiotique. Et pour revenir à ces interrogations sur les peuples premiers, ces religions, mais c'est tout à fait actuel. Comment un Amérindien vit et fait que depuis des siècles, il ne meurt pas, il est en équilibre, parce qu'il vit avec la nature. Il ne se considère pas à l'extérieur de la nature, il se considère faisant partie. Donc, la séparation nature-culture, ils ne connaissent pas ça. Il est. C'est ça, exactement. C'est bien cette séparation que nous faisons. Nature-culture, lui, c'est pas ça. Il connaît. En tout cas, il est dans ce rapport. Et les entités, le non-humain, etc., il communique avec. Il le respecte. C'est surtout ça. Nous avons perdu quelque chose. C'est peut-être ce respect. Et plus que ça, c'est cet équilibre. Voilà, c'est l'équilibre dont on parle tout le temps, mais c'est ça qui fait que nous voilà, on va à la catastrophe, puisqu'on consomme plus que... Enfin bon, voilà. Très bien, merci Henri. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, donc il reste un petit peu de temps pour la discussion entre le public et les artistes. Alors je sais bien que la première question est toujours difficile, donc si vous voulez, on va passer directement à la deuxième question. Alors qui souhaite poser la seconde question? Allez, vas-y. Tu commences par la première? Annabelle, je voulais te dire, moi j'ai participé à plusieurs fois à des stages à Bordeaux du Kundalini Yoga, et ce que tu as présenté sur un petit peu tout ce qui était spirituel et méditation me fait énormément, même les rebirths, me fait vraiment penser à cette discipline. Et bon, c'est tout à fait bien de la contextualiser, de la mettre en relation avec les éléments naturels de cette savane dépétrification. Vous m'avez donné envie d'y participer. Donc j'irai voir Henri pour prendre plus de détails. Et voilà, donc c'était juste pour dire que j'ai retrouvé dans ton discours et dans ta façon de présenter le rapport à l'autre et à la nature aussi, ce rapport au Kundalini. Nous, on allait à Bordeaux, on marchait pieds nus dans les vignes, on se réveillait à 5 heures du matin, on prenait une douche froide, bon, on était au rythme de la nature, on regardait le ciel, bon voilà, toutes ces choses-là, voilà. Merci de ton témoignage, Sophie, et ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est effectivement cette expérience, et après, moi ce qui m'interroge, c'est comment ces temps-là, qui sont des temps justement un peu hors temps, et bon, alors voilà, on les appelle stages, processus immersif, quête de vision, enfin bon, ils vont avoir différents termes. Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer notre quotidienneté? C'est toujours ma question, c'est-à-dire c'est comment à un moment donné
c'est l'espace, les espaces qu'on met à l'intérieur de nous, parce que c'est ça en fait, hein, quand on parle de nature, Valérie venez de dire, Valérie Jaune, l'être humain est un parmi tous les éléments qui constituent la nature, et moi je me dis, mais en fait, est-ce que finalement ce serait pas un prétexte, nous, êtres humains, à vivre ces expériences, s'immerger dans la nature, pour se connecter à notre propre nature, en fait, parce que finalement, étant constitués nous-mêmes à plus de 90% d'eau, nous sommes nature aussi dans notre mode de fonctionnement, etc. Et je me dis toujours, bon, là, on est dans une accélération dont a parlé déjà Henri, hein, même dans le projet de Jean-Marc, où on voit comment la zone industrielle, elle est très très proche, en fait, hein, de la mangrove, elle est en train de manger là, cette mangrove, voilà, cette zone industrielle anthropocène qui est en train de, comme ça, avaler. C'est comment on pousse tout ça, mais comment nous aussi, dans nos vies respectives, on va pousser ces moments hyper productivistes pour revenir à se reconnecter à soi. Et moi, j'ai cette sensation, parce que je crois que c'est Peter Sloterdijk, un philosophe allemand, qui disait le 21e siècle, l'être sera méditatif ou ne sera pas. Et du coup, l'expérience dont tu parles de Kundalini Yoga, je me dis, moi je trouve que c'est des moments qui sont fabuleux, parce que j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là où on fait un énorme travail sur soi qu'on est le mieux connecté aussi aux autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est des moments aussi de joie, de réjouissance, et puis du plaisir, parce que dans l'écoféminisme, on n'en parle pas assez, mais mais même Audre Lorde, elle en parle en tant qu'afroféministe. Elle parle de cette notion de plaisir dans le travail, c'est-à-dire comment, et je pense que ça passe par les femmes aussi d'abord, comment et du coup tu parlais du Kundalini Yoga, comment on expérimente du plaisir dans la création, dans le travail, et pas dans ce truc patriarcal, robotique, enfin voilà. Alors il y a une autre question. Oui, je reviens sur la notion que Jean-Marc a abordée, qui est celle de l'entropie. Et sans vouloir être encore une fois l'ancien combattant, on a travaillé notamment avec Serge Oudin-Tébia. Lui, c'était sa référence, c'était Kenneth White. Moi, c'était plutôt Rachel Carson ou René Dumont, par rapport à ce qui est réversible ou irréversible. Ça se passe dans les années 90. On a travaillé, on a fait 2 stages, résidences, un en Guadeloupe, donc à l'usine Grosse Montagne et au Saut de la Lézarde, et l'autre en Martinique, donc à Grand-Rivière. Et on travaillait sur ça, c'est-à-dire donc comment faire, avoir une pratique qui parle de ça, donc de l'entropie, de ce qui est réversible ou irréversible. Et puis, en 97, d'ailleurs Henri y a participé, il y a eu Anthropile, donc l'entropie de l'île. Voir comment donc on était dans un isolat et qu'il y avait des traditions, qu'il y avait des modes de vie, des coutumes, des religions, le magico-religieux, tout ça, et que tout ça était en train de disparaître sous nos yeux avec cette érosion irréversible. Voilà. Et donc, est-ce que la question donc art et écologie, elle se résume pas au sensoriel, elle se résume, mais est-ce qu'elle questionne pas essentiellement donc cette relation à l'entropie? J'ai pas compris la question. Elle est simple, hein, mais est-ce que dans la mise en relation, ou plutôt dans cette question donc de la relation entre art et écologie, la question centrale n'est-elle pas, entre autres, donc celle de l'entropie? De l'entropie, donc qu'est-ce que la question réversible, irréversible, entre donc la biodiversité, les sociétés, les cultures, etc. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans l'art, la relation entre l'art et l'écologie, en fait, c'est de mettre les choses en mouvement. C'est-à-dire que effectivement, il y a une question centrale qui est l'entropie, mais c'est pas ce que forcément je cherche à traiter en tout cas. Ce qui m'intéresse en fait dans cette relation entre art et écologie, c'est comment en fait on déplace la pensée en fait. Je prends un exemple. Tu vois le lasso qu'on va faire
ce samedi-là, le 3 juin. En fait, ce qui m'intéresse, et c'est pour moi déjà une petite victoire, c'est que l'équipe du service environnement du Lamentin, ils m'ont dit, ben, c'est génial, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais par contre, on sait que cette idée d'utiliser cette pratique de la solidarité qui est faite plutôt dans les mornes aujourd'hui, comment on va la mettre au service de la mangrove et comment on va en faire un vrai outil pour les agents du service de Lamentin et puis et intégrer ensuite le public par la suite. Tu vois, donc en fait, c'est pour moi dans cette relation art et écologie, j'ai déjà, quand quelqu'un du service environnement me dit ça, c'est déjà c'est déjà une victoire en fait. Tu vois, c'est-à-dire que alors c'est vrai que par rapport à cette question de l'entropie, ce monsieur précisément qui est en charge de ça, c'est un expert, c'est un ingénieur environnement et qui a bien conscience de cette entropie, de cette pression anthropique sur la mangrove. Mais c'est pas seulement que j'arrive à le convaincre lui, mais c'est tous les autres, en fait, tous les gens qui n'avaient pas vu ça auparavant et qui n'avaient pas vu que on pouvait utiliser de nouveaux outils, des outils pour moi inattendus en fait, comme cette pratique de la sauter, au service de cette lutte contre l'entropie, tu vois. Voilà, mais c'est pas pour moi la question de l'entropie n'est pas centrale. Pourquoi? Parce qu'en fait dans tous mes projets où on ne parle pas forcément d'entropie, je fonctionne comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Enfin bon, donc moi ce que j'aimerais aussi rebondir, c'est quand nous proposons, les artistes, quand nous proposons des choses, c'est pas juste pour éviter que le truc recule quoi, ou disparaisse, c'est aussi proposer quelque chose de nouveau. Hein. Donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'entropie, il y a surtout être entre guillemets de son temps et proposer autre chose. Et moi je pense que la nature, pareil, hein, elle est dans des conditions, et elle va faire avec son temps, et elle va être nouvelle, elle va se renouveler, etc. Donc je pense qu'on rester et voir le monde dans ce sens-là, c'est être perdant, être déjà mort, quoi. Pour moi, il est vraiment très important d'être dans de nouvelles formes. Et pour nos pays, pour nos cultures actuelles, il est important de proposer des choses nouvelles, non plus pour résister, mais pour vivre, quoi. Alors, mais paradoxalement, je t'entends étudier des choses nouvelles, mais vous retournez à la source des choses. Vous retournez à l'origine. C'est-à-dire que dans tout ce que vous avez dit, vous revenez à des protocoles, et je reprends le terme de Jean-Marc, à des protocoles, pour ne pas dire le mot rituel, à des protocoles qui relèvent de l'origine, qui relèvent à des temps où l'humain était au centre du monde. C'est-à-dire que l'humain savait qu'il n'avait pas le lip service, le caddie à pousser pour se nourrir. Donc s'il ne voulait pas mourir, il lui fallait être en parfaite harmonie avec le milieu. Et donc il avait un rapport très, je dirais, simple d'usage, en termes d'usage, avec ce milieu. Et le milieu, il n'y avait pas de dichotomie entre le spirituel et le quotidien. C'est-à-dire, le même objet, la même personne, était capable et était en capacité d'être lui-même ce passeur qui était agissant entre le profane et le spirituel. Il n'y a pas de mot dans certains vocables, dans la culture amérindienne ou même dans certains peuples en Afrique, il n'y a pas de mot pour dire art. Il y a un seul, ça n'existe pas. Il n'y a pas de l'œuvre d'art, ça n'existe pas. Ma calebasse qui me sert à boire le lait le matin, il peut, si j'en ai besoin, être aussi le berceau du rituel. Donc devenir un objet sacré, sacralisé
parce qu'il va me permettre d'être ce catalyseur, ce réceptacle entre moi et celui qui est au-dessus de moi ou en dessous de moi. Donc je suis vraiment cette personne, cet entre-deux. Et dans vos performances, c'est ça. Et dans le protocole que met en place Jean-Marc, c'est exactement la même fonction qu'à l'objet. Cet objet que tu mets dans la mangrove, c'est vrai qu'il est esthétique, il est tout ça, mais il a une fonction d'être entre deux, d'être celui qui va cautériser, qui va, je vais prendre un terme qui m'appartient, rapiécer, recoudre, presque comme on recolle les morceaux d'un vieux vase dans les peuples japonais avec de l'or. C'est-à-dire qu'il vient dans cette forme-là pour sublimer les choses, pour permettre aux choses de continuer à vivre sans les abîmer. Il ne faut pas oublier que le mot écologie, c'est habitat, c'est habiter. Donc, c'est ça, c'est comment habiter, c'est la question que vous vous posez. Comment habiter aujourd'hui ce monde-là que nous avons tant abîmé, et être écologique et avoir cette posture d'écologiste, c'est quoi faire de tous ces résidus que nous avons créés, de tous ces oripeaux que nous avons mis là en œuvre. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et je crois qu'aujourd'hui, excuse-moi, tiens, voilà. En fait, ça me fait penser en fait dans ce que tu dis que effectivement dans certains des projets que j'ai présentés et par rapport à ma pratique de designer en fait, c'est que avant dans ma pratique de designer, je suis designer industriel, il fallait tout penser en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est que, et je pense le faire de plus en plus consciemment, c'est que j'accepte qu'à un moment, la forme ne m'appartienne pas forcément et qu'elle puisse dire autre chose en fait. Et quand tu disais que l'objet fasse interface entre moi et quelque chose d'autre que je ne maîtrise pas, eh bien maintenant j'accepte que de faire cette forme et puis de la laisser, c'est-à-dire bien sûr c'est pas que de l'esthétique, mais c'est que j'accepte de dire bah, ok, ça va dire autre chose que la partie fonctionnelle, voilà. C'est ça. Oui, la question que je voulais vous poser, ce qui ressort de vos interventions, c'est le fait que dans ce rapport entre l'art et l'écologie, on a l'impression que l'écologie, c'est aussi une façon de faire participer n'importe quel profane à vos pratiques et de faire en sorte que l'individu puisse avoir ou être presque dans une démarche artistique sans le savoir. Il y a quelque chose aussi qui se relève de l'entraide, dans ce sens où vous acceptez des profanes dans vos pratiques et il n'y a plus de hiérarchisation, donc il y a une espèce de relation à la fois très intime à la nature, cette nature qui devient un lien essentiel entre l'artiste et le profane et qui peut réconcilier le profane avec l'art finalement. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision. Et l'entraide, c'est en référence à monsieur. En fait, ça me fait penser à une des performances qu'on avait réalisées pour le finissage de l'exposition du FIAP aux archives territoriales. Et à la fin de la performance, on proposait à des participants, enfin en tout cas du public, de venir partager avec nous à boire et à manger. Enfin, on était sur un dispositif justement d'offrande, mais aussi se passer de l'huile, je crois. Oui, et donc du coup, c'est effectivement, et comme si, moi, la vision que j'ai eue à ce moment-là, parce que c'était plus ou moins préparé, ça c'est toujours la même chose aussi, la question du score, de la partition de la performance en amont, avant de performer, et puis au moment où l'acte magique ou pas se réalise, et la réception du public, et la participation du public, voilà comment ça va interagir aussi, parce que ça on peut pas le prévoir. Ça, je pense que ça aussi, c'est faire le deuil du contrôle, j'ai l'impression, dans une relation en tout cas écologique. J'ai l'impression qu'à un moment donné on fait le deuil du contrôle, de vouloir tout contrôler justement, et la relation aussi quoi. Et à un moment donné j'avais cette vision que ces participants-là et nous, enfin voilà,
parce qu'il y avait on avait mis un espace, délimité l'espace par un cercle, je crois, et on avait posé ces personnes-là, on les avait invitées à être dans ce cercle, qu'on allait être comme une espèce de planète, qu'on partait ailleurs, je sais pas, enfin une vision d'une nouvelle humanité qui partait ailleurs et qui allait créer ou s'inventer une nouvelle planète. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu cette vision-là, mais les gens en tout cas étaient très contents de participer, manger, boire et de faire partie du process. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette chose aussi où il n'y a plus de séparation aussi. Moi je rêve, je sais pas si je vais y arriver, mais je rêve de faire alors cette fois-ci un spectacle et justement plus une performance. Donc peut-être enlever ce côté éphémère qui aussi peut être très fragilisant, mais que sur scène, c'est-à-dire justement dans la scène qui pour moi c'est comme la galerie d'art ou le musée, c'est-à-dire parce que là on est dans des espaces in situ, donc des espaces qui ne nous appartiennent pas, mais qui n'appartiennent pas non plus à une institution. Donc du coup la notion de liberté elle est énorme parce que du coup tout est possible. Mais quand on rentre dans l'institution, c'est-à-dire je sais pas, au Palais de Tokyo, au musée du Louvre ou même la galerie Arsenec de Tropicatrium, déjà c'est plus pareil parce que du coup on est entre quatre murs et puis on est dans un espace qui est institutionnalisé, enfin voilà. Et du coup je rêve dans ces espaces-là, et entre autres l'espace de la scène qui est en plus la boîte noire, donc l'espace du théâtre qui est encore plus avec ses codes, voilà, c'est ça, je cherchais ce mot-là, avec ses codes, et ben que justement il n'y ait plus de séparation non plus entre acteurs et spectateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné on est comme dans une ronde Bel-Air, on est tous en train, ou un rituel afrodescendant, on est tous en train de participer à la même chose, au même espace-temps. Et on va tous quelque part ensemble. Bon, c'est un rêve. Oui, Juste pour revenir sur l'entropie, Valérie a dit que effectivement dans vos démarches il y avait cette volonté de revenir aux origines, au retour. Mais l'entropie, c'est, pour donner une image, vous avez un tas de sable blanc, un tas de sable noir. Vous les mélangez, vous avez du sable gris, mais vous ne pourrez jamais avoir un tas de sable blanc, un tas de sable noir originaux. D'accord? Donc, est-ce qu'on n'est pas là, effectivement, dans quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du simulacre, ou de quelque chose qui, comment dire, oui, du simulacre, le mot n'est pas trop fort. Contre, encore une fois, le côté irréversible de l'entropie. Donc je vais poursuivre sur une des remarques sur l'écologie. En fait, moi, ce terme-là, des fois, je me pose la question, est-ce qu'il est pas, au bout d'un moment, galvaudé? Écologie, je me pose la question si un Amérindien se dit « je fais de l'écologie ». Évidemment, non. Donc pourquoi ce terme-là arrive, et est-ce qu'il n'est pas inventé? Alors, c'est bien de faire de l'écologie, hein, bien sûr, hein, mais est-ce que c'est pas un entre-deux, hein? Donc on consomme, on détruit la planète, mais on le fait de manière écologique. Donc, enfin bon, je pique un petit peu, les gens, mais ce terme-là, finalement, au bout d'un moment, je le trouve tendance, comme dirait Dominique. Peut-être parce que justement, comme disait Valérie, enfin, les remarques qui sont faites dans le public, c'est peut-être qu'il faudrait parler d'écologie décoloniale à ce moment-là, et plus d'écologie. Un autre terme. Tous les mots que nous utilisons, laisse-moi te dire, hein, tous les mots que nous utilisons, voilà, c'est-à-dire qu'on va parler de décolonisons notre pensée, déjà dire décoloniser sa pensée, le terme lui-même, c'est déjà quelque chose de colonial, tu comprends? Donc nous sommes dans un espace où nous tournons sans fin, voilà. Donc si j'étais à un colloque là à Dublin cette semaine, et effectivement quand j'ai commis mon texte, à la fin je me suis dit mais tous les mots que j'ai utilisés étaient éminemment coloniaux. Et nous parlions de... Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fin,
c'est une difficulté, c'est-à-dire que la société sécrète ses mots. C'est-à-dire, tu ne vas pas demander à un Amérindien de parler d'écologie. Il ne se pose pas le problème. Il n'a pas détruit, puisqu'il est en symbiose. Tu vas pas, tu comprends? On a créé les mots de nos mots MAUX. C'est ça aussi notre problématique. La société dans laquelle nous sommes, qui a été constituée, construite, a créé ces pansements, entre guillemets. Donc les mots sont, il y a verse et controverse toujours. Et nous sommes des sortes d'équilibristes. Et dans cette espèce de paradoxe dans laquelle nous sommes, nous, les performeurs, les plasticiens, les designers, etc., qui voulons éminemment être ceux qui colmatons les brèches que nous avons provoquées, les abîmes que nous avons créés, les bobos que nous avons mis en place. Nous sommes des espèces d'équilibristes à la fois dans les mots, MOTS, nous faisons même nous créons des mots, nous essayons de refaire de nouveaux mots avec les anciens mots pour les les déculpabiliser, les désamorcer. Il faudrait, c'est ça. Donc aujourd'hui, il faudrait presque, à la fin, je leur ai dit, mais il me faudrait réinventer des mots. Avec quel alphabet? Avec quel... C'est ça le problème. Moi, je rêve de... je rêve, par exemple, Dominique, que le prochain regard croisé, qu'on le fasse en créole. Même en créole? Non, même en créole. Bon, alors, le mot créole fait surgir des mains subitement, c'est fantastique. Attends, et puis, Dominique, juste réagir à ce que disait sur D'accord. En fait, par rapport à ce que vous disiez sur l'entropie, la question... par rapport à ce que vous disiez sur l'entropie, le côté irréversible, moi je pense que je suis pas forcément d'accord avec ce côté irréversible. Je pense que s'il y a irréversibilité, c'est peut-être pour l'espèce humaine, mais pas pour la planète en général, puisque on a bien vu pendant la période du Covid, la nature a quelque part repris ses droits, on va dire, entre guillemets. Mais donc du coup, pour moi, cette question, l'art et l'écologie, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est simplement, ça nous permet de faire relation différemment, en fait. Ça, pour moi, ça permet ça, mais pas forcément c'est pas la question de l'entropie qui est au centre, en fait, parce que pour moi, elle n'est pas irréversible. Elle n'est pas irréversible, pas du tout. Alors, deux dernières interventions. Merci. Mon intervention ne concerne pas du tout le mot créole, mais depuis quelque temps, en entendant certains discours, j'ai un problème. J'ai l'impression d'un procès qu'on fait à l'Occident. Il a été beaucoup question de société amérindienne, mais est-ce qu'on peut reprocher à une civilisation, en l'occurrence la civilisation occidentale, d'avoir voulu, devenir maîtresse et possesseur de la nature? Je vous rappelle, c'était vraiment le projet de Descartes, dans la finale du discours de la méthode, que l'on puisse maîtriser. Il n'a pas eu de progrès sans que l'homme se sépare de la nature. Alors, il est évident qu'on a été trop loin, c'est indéniable. Il faut revenir à un équilibre, mais pour autant, il fallait bien cette scission. Et bien avant Descartes, dès Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc, mesurer la Terre, prendre la mesure de la Terre, dominer la Terre, domestiquer l'atome, etc. Je crois que on ne peut pas déconstruire, quelles que soient nos pensées militantes, quelles que soient nos convictions, on ne peut pas déconstruire plusieurs siècles d'une pensée qui, depuis Démocrite, etc., veut maîtriser complètement l'atome, maîtriser complètement la nature. Donc là, j'ai un problème avec ça ce soir. C'est bien, on en discute, c'est parfait. Il faut effectivement revenir en équilibre. Et c'est vrai que d'autres civilisations proposent d'autres alternatives. Mais pour autant, le progrès, écoutez, on est bien là. On a tout le confort, la clim, etc. Ça ne s'est pas fait en vivant en symbiose. Voilà. Alors, la dernière intervention. Merci. Alors, si c'est possible, j'aurais aimé poser une question à Henri et une question à Jean-Marc. Tu disais tout à l'heure qu'après avoir contacté plusieurs chamans amérindiens,
tu avais intégré, Henri, certaines pratiques dans tes rituels. Et moi, j'aurais voulu savoir, sans évidemment aller dans les détails, parce que tu ne pourras pas, tu n'auras pas le temps, je pense, comment, quand tu as contacté d'autres rituels qui sont de l'ordre des afrodescendants, est-ce que tu peux nous donner 2 exemples dans cette transition que tu as dû opérer dans tes enseignements et pour les intégrer ensuite dans ta pratique artistique? Et je ne sais pas si je pose la 2e question tout de suite. Et Jean-Marc, et j'essaye de faire un lien entre les deux, bien sûr. Donc Jean-Marc, je connais ton travail, je découvre avec beaucoup de curiosité le nouveau travail. Mais curieusement, je voulais t'interroger sur quelque chose qu'on n'a pas vu ce soir, qui sont tes dessins. Parce que c'est très rare de voir les dessins de conception de designers. Et toi, tu as des dessins qui portent une poésie, une symbolique. Et j'avais juste envie de te demander... Est-ce que certains de tes dessins sont des prières? Voilà mes 2 questions. Merci beaucoup. Donc j'invite Henri puis Jean-Marc à répondre aux questions et puis ensuite eh bien, on terminera cette soirée. Allô? Oui. Donc... pour répondre à ta question, Emmanuel, ce que moi j'ai constaté dans ces balades, alors exemple, Annabelle et moi, nous avons été au Canada faire ce qu'on appelle une quête de vision. Et dans cette quête de vision, nous sommes allés en montagne, nous sommes restés 5 jours sans boire, sans manger, pour justement avoir cette quête de vision. Bon, maintenant, pour répondre un peu à ta question, c'est quel rapport il y a entre ces 2 religions? Justement, elles sont étant basées sur les mêmes principes, c'est l'ancestralité d'abord, et les divinités, qu'elles soient de la nature, enfin bon, des 4 éléments, etc. Tout ça, c'est très très proche. Et c'est pour cela que les Noirs-Marrons, les Marrons, qui ont été en Guyane ou rencontré les autres peuples, les natifs, se sont bien entendus parce qu'ils sont basés sur les mêmes principes. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, pour être très 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 honnête, la question qui se pose pour moi, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ma 3e porte ou pas? Et est-ce que je vais faire une 3e quête de vision? Est-ce que je vais aller en montagne et voir les divinités amérindiennes ou pas? Est-ce que finalement mes Loas vont me poser la question et me dire mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce qu'on ne te suffit pas? Bon, ça c'est pour répondre rapidement. Pardon? Ah ça légitime, ça authentise, ça et pardon. Oui, en tout cas, c'est clair que quand je fais, je maîtrise et je sais ce que je dis, ce que je fais et ce que je donne. On a parlé de la question du soin, de la bienveillance et très très tôt, avant ces enseignements, avant maintenant, je sais ce que je fais, ce que je donne, ce que nous donnons, ce que nous faisons, et ce que la part de ce que tu appelles, Hugues, simulacre, et la part du sacré, enfin, je parle du... voilà. Bon. Je vais répondre à ta question. Oui, merci. Alors, avant de répondre à ta question, Emmanuel, je voulais revenir sur la remarque de monsieur sur la pensée cartésienne. Et en fait, dans mon travail, c'est vrai que... comment expliquer ça? En fait, peut-être que ça ne se voit pas là, mais quand je parlais du lasso-terre ou bien même du radeau avec les ruches, en fait, il y a aussi cette dimension, la nécessité de vouloir concevoir des outils. Parce qu'en fait, face à mon travail, en fait, je rencontre des gens qui ont la même pensée que vous, en fait, des ingénieurs, des experts, des gens qui ont cette pensée cartésienne-là. Et en fait, c'est important, et en tout cas, j'ai appris pour moi à comprendre pas seulement le vocabulaire, mais la pensée qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, pour moi, la finalité, c'est pas de savoir
qui a tort ou qui a raison, mais que cet outil soit utilisé après. Donc c'est sûr que, en tout cas, on est tous conscients qu'on est dans un monde très cartésien, mais on pense qu'il y a des voies alternatives. Donc voilà, c'était pour répondre à ça. Il y a effectivement cette démarche. La démarche cartésienne, on l'a bien vu par exemple en médecine, on a séparé le corps, le soma de la psyché, et il a fallu revenir à une conception plus holistique de la personne humaine. D'accord? Il a fallu un moment dans l'histoire de la médecine, séparer. Pour étudier le corps, pour étudier l'anatomie, il fallait faire cette scission. Sinon, évidemment, il y avait un discours qui était celui de l'Église de l'époque, l'Église médiévale. L'âme s'envole si on ouvre le corps. Donc il a fallu que certains puissent, s'opposer et faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire s'intéresser à la partie matérielle. Néanmoins, on a bien vu qu'à un moment donné, on est un tout. On n'est pas simplement un corps, on n'est pas simplement un soma, on est aussi une psyché. Donc on a vu que certaines médecines, d'autres pratiques, médecine chinoise, d'autres médecines africaines, ont influencé, et au point qu'aujourd'hui on parle davantage d'une médecine holistique qui prend l'homme dans toute sa dimension. Donc le but n'est pas d'opposer des conceptions, simplement de ne pas nous jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a été trop loin, et pour revenir à l'équilibre, on passe de Caraïbes dans Scylla. C'est ça, on n'est jamais à l'équilibre. La chose, c'est qu'on n'est pas à l'équilibre. C'est pas, passer d'une extrême à l'autre. Trouver l'équilibre, tout simplement. Merci. De toute façon, on n'a pas forcément nommé, mais n'est pas la seule à avoir inventé, n'est pas la seule à avoir fait de la science, etc. Donc, je ne vois pas où est le problème. Hein. C'est réduire les autres à de la figuration, et c'est réduire les autres encore à une question d'histoire ou pas d'histoire. Faisons très attention malgré tout. Hein. Je voudrais juste répondre à la remarque et après je passe la parole d'Emmanuel. Est-ce que mes dessins sont des prières? C'est une très bonne question. Du moins, en fait, je pense que quelque part oui, mais je ne l'avais jamais dit comme ça. Mais en tout cas, mes dessins, en fait, il y a un moment, il y avait une nécessité parce que je ne pouvais pas le dire dans mes projets directement, mais d'aller au-delà de la partie très fonctionnelle, très pragmatique, et d'aller plutôt dans le poétique à travers mes dessins. Si, je peux montrer un dessin rapidement, mais je ne sais pas si ça va... C'était très flagrant ce passage. Oui. Je crois que je l'ai là. Ah oui. Ah oui, ça va se réactiver, je pense. J'en ai un que je veux... Bien, et puis ensuite on va clore cette soirée, parce qu'à 22h on est encore là. Hein. Donc Jean-Marc va nous montrer éventuellement des dessins s'il les retrouve. Allez, dernière de dernière. Alors pendant que tout va se mettre en place, vu le corpus visuel qu'on a observé, pourrait-on, enfin c'est une remarque mais en même temps à peu près une question, s'agirait-il d'un art contextuel qui prendrait sa source, ou en tout cas ancré dans le génie du lieu, ou en tout cas qui vise une relation cosmogonique avec le lieu? Et puis, puisqu'on j'accélère, la thématique art et écologie m'évoque aussi plutôt, dans une approche conceptuelle, une éco-critique d'une esthétique environnementale. Alors, éco-critique, pourquoi perçue sur le versant politique, au prisme des préoccupations écologiques et politiques, voire géopolitiques, et puis esthétique environnementale qui mettrait l'accent sur à la fois le milieu naturel, le biotope, et puis cette esthétique, les conditions de l'esthétique. Voilà.
Non, alors à la fin, une remarque. Non, voilà, c'était. Là. Alors, quelqu'un veut réagir par rapport à l'art contextuel? Non, ben, moi, je peux. Je te passe. Ouais. Ben, alors, pour moi, c'est. En tout cas, mon travail, c'est clair qu'il est contextuel. C'est bien ça, c'est l'art contextuel ou conceptuel? Ah, conceptuel. Contextuel. D'accord, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Ben, moi, mon travail, il est complètement contextuel. Après, quand tu parles de cosmogonie, je sais pas, je pense que, en tout cas, comme moi je travaille, je suis au début très, ça va te paraître bête, hein, mais très terre à terre. C'est-à-dire que, tu vois, il faut que j'aille voir le lieu, il faut que je prends du temps, je marche dans le lieu, mais ça suffit pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, en fait, c'est une partie. L'autre partie, c'est, comme je le disais au début, c'est des acteurs, c'est des parties prenantes, de gens qui connaissent le lieu mieux que moi, tu vois, et après, il y a un temps qui se passe où ça macère, en fait, et puis il y a des interactions qui se font, et en fait, mon but, c'est de faire de nouvelles relations avec ce qui est déjà là, en fait. Très bien, ben merci. Je vous invite à applaudir nos trois invités. Voilà, bien, merci encore à Nicolas Dernet de nous avoir accueillis pour cette table ronde. Et voilà, il a trouvé le dessin qui n'est pas relié par le... Voilà. Et donc... je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à mardi prochain, une autre conférence, cette fois-ci à l'INSPE, rencontre avec un artiste, ce sera la surprise, je vous enverrai l'invitation. Voilà. Bonne fin de soirée et merci d'être venu. À bientôt.